Quelle sera la politique de Joe Biden au Moyen-Orient? C'est le sujet de notre émission et pour en débattre sur Mizzen TV, nous recevons aujourd'hui Michel Rimbaud. C'est maintenant, restez avec nous. Depuis le début de son mandat en tant que nouveau président américain en janvier dernier, que sait-on exactement de la feuille de route de la politique étrangère de Joe Biden au Moyen-Orient? Y a-t-il continuité ou rupture avec la politique de l'administration Trump? Comment vont évoluer les relations de Washington avec Tel Aviv, Téhéran, Riyad, Ankara, Moscou et Pékin? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons aujourd'hui Michel Rimbaud. Bonjour Michel Rimbaud. Bonjour. Alors, je vais vous présenter. Vous êtes un diplomate de carrière. Vous avez été ambassadeur de France au Soudan et en Mauritanie. Et au Zimbabwe. Et au Zimbabwe. Ouais. Vous avez également eu des fonctions de conseiller diplomatique dans plusieurs pays du Proche et du Moyen-Orient, en Arabie Saoudite par exemple, à Jeddah, Oui, à Aden au Yémen, en Syrie, en Syrie également, au Brésil. Au Caire aussi, je crois, en Égypte. Comment? En Égypte aussi également, au Caire, je crois. J'étais au Caire, oui. Voilà. Yémen même. Et beaucoup d'autres pays également d'Amérique du Sud. Oui, d'autres pays sur le continent africain notamment. Et sur le continent africain. Donc, vous êtes également essayiste. On vous doit plusieurs ouvrages et on va citer notamment Les guerres de Syrie aux éditions Glyph, donc Glyphe, ou encore Le Soudan dans tous ses états chez Karthala. Alors, ou bien Tempête sur le Grand Moyen-Orient, parce que c'est quelque chose qui est un ouvrage global sur les problèmes de la région du Grand Moyen-Orient de George Bush, c'est-à-dire de l'Atlantique au Pacifique pratiquement. Oui. D'accord, on mettra les références pour nos auditeurs. Alors Michel Rimbaud, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser cette question qui va nous permettre justement de comprendre un petit peu les enjeux politiques de l'administration Biden. Quels sont très concrètement en fait les objectifs politiques de cette administration au Moyen-Orient? Est-ce que nous allons aller par exemple vers un désengagement militaire massif des Américains, comme on l'a vu déjà en Afghanistan? Écoutez, du point de vue de ce que l'on sait du programme de Joe Biden, et y compris par la voix de sa vice-présidente Kamala Harris, mais son programme officiel, avant, après, il l'a toujours dit. Donc, c'est marqué avant tout, il y a beaucoup de continuité quand même, hein, ce n'est pas plus que de rupture. Certainement, il commençait son discours, parce que pour des fins électorales, ça lui était utile de se démarquer de Donald Trump en disant que d'abord, le premier objectif, c'était de défaire tout ce qui avait été fait au temps de Donald Trump, mais en précisant bien qu'il fallait réparer donc les dégâts du mandat de Donald Trump, mais en précisant bien qu'il fallait rétablir la politique américaine telle qu'elle était, sans en changer les bases, sans tomber, disait-il, ça c'était, dit-il, c'était tout à fait symptomatique, sans tomber dans les ornières du droit international. Ça montre quel respect il a pour le droit international a priori, puisqu'il considère que c'est une ornière. Alors, ensuite, donc, il fallait réparer. D'autre part, dans l'entourage de Joe Biden, au début, on a entendu plusieurs personnes dire certes, il faut réparer les dégâts du mandat de Donald Trump, néanmoins, Donald Trump a mis l'Amérique sur le bon chemin dans un certain nombre de jours. Alors finalement, on se demande qu'il lui reprochait pas grand-chose, sinon d'être président et que ça ne soit pas Biden. Alors, ça, c'est la chose. Alors, en ce qui concerne autrement, il y avait manifestement pour le Moyen-Orient. Pour le Moyen-Orient, le Grand Moyen-Orient, disons au sens très extensif du terme, je note qu'il ne faut pas attendre une révolution, puisqu'il n'y aura pas de révolution par rapport à Donald Trump, y compris par rapport à Donald Trump, mais il y a un grand attachement au bipartisme, c'est-à-dire souligner que la politique étrangère américaine, d'ailleurs comme la politique intérieure, a toujours été conduite de la même façon, de façon bipartite, les républicains et les démocrates. C'est QFD, c'est ce que l'on savait, mais il y en a certains
font encore semblant d'espérer qu'il y ait une rupture quand on passe de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. C'est exactement la même politique, comme on dit, blanc bonnet et bonnet blanc, les républicains et les démocrates. Alors, ils sont unis par une idéologie qui est le néoconservatisme, qui est une idéologie messianiste et sioniste, au fond, au sens religieux du terme, à la fois protestante et juive, et qui guide l'Amérique depuis le temps de Ronald Reagan. Donc, la politique étrangère doit être rétablie sur ces bases bipartites, républicaines et démocrates, précisait M. Biden, comme elle l'a été depuis 70 ans, c'est-à-dire depuis la Deuxième Guerre mondiale quasiment, hein, ou depuis la création de l'État d'Israël, plus précisément 1948. Alors, et rétabli sans tomber dans les ornières du droit international. Donc ça, je trouve que c'est systématique. En ce qui concerne le Moyen-Orient, il faut savoir quand même qu'il y a eu un plan de démantèlement des États du Moyen-Orient à la manière Bush et les innombrables doctrines et plans, Oded Yinon, le colonel Peters, les plans Sebrowski, etc. Il y a eu un tas de documents, de plans de démantèlement du Grand Moyen-Orient, des pays arabes et musulmans qui se sont succédés depuis au moins 30 bonnes années, à commencer par l'Afghanistan, et que ces plans-là, parmi ces plans-là, il y a eu, qui est un nom qui revenait souvent, il y a un plan Joe Biden, qui prévoyait notamment, qui est relativement récent, bien avant qu'il soit président ou vice-président d'Obama. N'oublions pas que Joe Biden a été vice-président d'Obama pendant 8 ans et qu'auparavant, il a eu une longue carrière politique. Alors, disons, il est l'auteur d'un plan Joe Biden de démantèlement des États du Moyen-Orient pour en faire, soi-disant, sous couvert de démocratisation, en faire des poussières d'États confessionnels et complètement une poussière d'État. Ensuite, c'est M. Biden, une deuxième connotation, qui disait en 1986, c'est-à-dire il était loin d'être vice-président et d'être président, il était sénateur, je crois, je ne sais plus quel État américain. Il a été longtemps, il a fait sa vie, a été une carrière politique. Et il disait, son amour débordant pour Israël, il disait, si Israël n'existait pas, il faudrait en inventer un. C'est lui qui disait ça au Sénat américain. Il était donc sénateur à l'époque, en 1986. Et globalement, c'est vrai que Netanyahou, le Premier ministre israélien, a été très effusif sur Donald Trump, mais il a été non moins effusif sur Joe Biden. Alors, on aura une question, Monsieur Rimbaud, on aura une question sur les rapports américano-israéliens. Oui. Je voudrais peut-être, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un état des lieux sommaire, mais évidemment, on peut pas développer chaque point, ce serait trop long, mais d'avoir les grandes lignes, un état des lieux avec les grandes lignes des rapports des États-Unis avec les plus grands pays du Moyen-Orient. Et je vais vous proposer, par exemple, de rentrer dans la relation entre les États-Unis et l'Iran, par exemple. Alors, notamment la question de l'accord sur le nucléaire iranien, qui peut être une porte d'entrée dans cette discussion. Est-ce que cet accord sur le nucléaire iranien, est-ce qu'il va être renégocié? Alors, je rappelle pour nos auditeurs que cet accord prévoyait 3 points principaux. Une limitation du programme nucléaire iranien pendant une décennie, une levée des sanctions internationales contre l'Iran et un renforcement des contrôles. Voilà, donc avec la nouvelle administration Biden, selon vous, alors on sait que sous Trump, il y a eu un durcissement des rapports entre les États-Unis et l'Iran, alors que sous Obama, on avait parlé de réchauffement. Donc, à quoi on peut s'attendre avec Biden sur cette question? Est-ce qu'il va y avoir une renégociation de cet accord sur le nucléaire? Et de manière générale, comment vous voyez les rapports entre les États-Unis et l'Iran sous cette présidence Biden? Je pense d'abord que le dossier nucléaire iranien avait été inventé par l'Occident pour piéger l'Iran, c'est-à-dire notamment l'amenant à négocier. Donc, il y avait des négociations qui s'étaient introduites à partir de 2003-2004. On avait, comme je dis, inventé le dossier nucléaire iranien et pour aboutir à des contacts. Qu'est-ce que vous pensez de la mise en comme de quelle façon vous voyez l'interprétation des traités de non-prolifération, etc. Et petit à petit, je pense que l'Iran s'était fait piéger. C'était au temps du président Khatami, qui était un président dit modéré. Et
il avait accepté d'entrer en dialogue. Puis après, mine de rien, pour continuer le dialogue, on lui avait demandé s'il n'accepterait pas, par exemple, des missions des organismes des Nations Unies. Donc, il avait accepté. Et ces missions sont faites de plus en plus intrusives pour aboutir finalement par piéger l'Iran, je pense. Hein. Des missions de contrôle, vous voulez dire? Des missions de comment contrôle. Des missions de contrôle, vous Des voulez missions dire? de contrôle, oui, bien sûr, des missions de contrôle. Alors, certes, avec Obama, on est arrivé donc finalement à un accord. Mais dans cet accord, où il y avait les 3 points que vous venez de rappeler, je pense qu'il y avait un malentendu fondamental. Parce que je pense que du point de vue de l'Occident, rappelons que les États-Unis n'étaient pas le seul pays signataire. Il y avait 6 pays. Hein, donc il y avait 3 occidentaux, il y avait la Russie, la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, et il y avait l'Allemagne. Ça faisait 6 pays. Et donc, dans ces 6 pays, finalement, au moins pour les 4 occidentaux, à l'exclusion de la Chine et de la Russie, je crois que la priorité, c'était d'obtenir que l'Iran renonce à l'arme nucléaire ou à la possibilité d'accéder à l'armement nucléaire. Alors que du côté de l'Iran, et donc pour ça, il fallait accroître les contrôles et les sanctions et les menaces de sanctions au cas où l'Iran ne respecterait pas ses engagements. Mais une fois qu'on est dans les pattes de l'Occident, c'est très difficile d'en sortir. Et donc, à la moindre incartade, il y avait à nouveau, on menaçait et on remettait des sanctions et on menaçait l'Iran. Quel était l'intérêt pour l'Iran? Quel était l'intérêt pour l'Iran de rentrer dans ces négociations? Parce qu'en fait, l'Iran avait une autre position sur l'accord. Je dis que l'idée de l'Occident, c'était ça, d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, alors que pour l'Iran, c'était finalement permettre, sans avoir trop d'ennuis, disons, de préserver la possibilité d'avoir accès à l'arme nucléaire, de ne pas y renoncer. Donc, il y avait un malentendu fondamental dès le début, y compris quand l'accord a été signé. Il faut bien voir quand même que quand le premier président qui a donné prise au dialogue, c'était le président Khatami, donc un président qu'on disait en Occident modéré, c'est-à-dire pas favorable à la négociation avec l'Occident et un peu accommodant, il était très diplomate. Mais après, comme vous le savez, donc il a été aux élections, il a été battu et remplacé donc par Ahmadinejad, qu'on a présenté comme un radical et un va-t-en-guerre, etc., ce qui n'était pas le cas, mais il estimait que l'Iran s'était fait entuber et que finalement, il ne fallait pas accepter tous ces contrôles-là, que c'était un piège. Moi, je pense qu'il avait raison personnellement. Et donc, finalement, l'accord a été malgré tout signé, mais il y avait quand même un malentendu à la base dans l'accord. Et donc, on a bien vu que l'Iran, d'ailleurs, bon, c'était légitimement, pourquoi lui interdirait-on l'accès de l'arme nucléaire à l'Iran, alors qu'il y a les puissances nucléaires officielles, il y en a combien? Il y a les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, mais il y a également l'officiel, il y a également l'Inde qui a l'arme nucléaire. Il y a eu le Pakistan, il y a Israël au Proche-Orient, par exemple, bon, et puis peut-être d'autres. Mais enfin, donc on ne voit pas très bien pourquoi ça serait permis à ceux qui l'ont, et puis ça serait interdit à ceux qui ne l'ont pas encore. Et donc finalement, quand Trump est arrivé au pouvoir, il a dit il faut que ce mécanisme cesse parce que l'Iran en profite pour se constituer, pour remettre toutes ses centrales d'enrichissement en route, pour développer tout son appareillage nucléaire et pour finalement ouvrir la voie petit à petit vers un armement nucléaire. Donc il s'est retiré tout à fait illégalement et sans préavis et unilatéralement du traité nucléaire, compromettant ainsi l'avenir du traité. Alors, bon, en fait, ce que Trump avait fait, c'est de couper les négociations. À la fin, il avait commencé par faire quelques concessions, mais Biden, pour lui, je crois que dans son idée, il y avait bien dans son programme de recommencer les négociations avec l'Iran, non pas par amour de l'Iran, mais pour apaiser les tensions, puis reprendre la bonne vieille histoire des contrôles, que l'Occident ait un contrôle sur l'avenir nucléaire de l'Iran. Mais alors, je pense que ça ne marche pas plus que, je pense que le dernier président qui a été
le successeur de Rouhani, Rouhani, par exemple, je crois que c'était de la même tendance à la conciliation et le dialogue avec l'Occident. C'était un ancien diplomate, notamment aux États-Unis, et donc il avait l'esprit ouvert au dialogue. Mais donc, on a vu le changement de pouvoir, ça a abouti. C'est donc, il y a une ligne plus radicale. Les Iraniens ont perçu finalement, par toutes les sanctions et les péripéties de l'espèce de guerre entre l'Iran et la guerre des sanctions, mais la guerre presque militaire entre les États-Unis et l'Iran, que l'Iran finalement devait se méfier et qu'il n'était pas prêt à faire des concessions. L'Iran a résisté aux États-Unis et ça, c'est insupportable pour les Donc, États-Unis. est-ce que Biden va comment dire, maintenir un statu quo par rapport à Obama où il y avait, bon, même si ça reste comme, on sait bien que les rapports entre les États-Unis et l'Iran sont des rapports de conflit pour toutes sortes de raisons, mais on sentait quand même, c'était un peu nouveau, une volonté de réchauffement, de reprise des discussions diplomatiques, une fin des sanctions, je crois aussi. Avec Trump, donc vous êtes revenu là-dessus, je ne reviens pas là-dessus. Comment va agir Biden? Est-ce qu'il va être dans un tiède par rapport à ces deux approches-là ou pas? Biden, c'est l'ambiguïté. C'est un discours mielleux et finalement, il est aussi va-t-en-guerre que Trump. Et de même que Obama était aussi va-t-en-guerre, sinon plus va-t-en-guerre que les autres présidents américains qui l'avaient précédé. Il savait seulement vendre. On disait que c'était le meilleur représentant de commerce de l'Amérique profonde, c'est-à-dire qu'il était capable de faire passer pour des œuvres de bienfaisance les opérations criminelles de l'Amérique. Ce qui est vrai, globalement, il a été responsable de plus de guerres et de plus de centaines de milliers et de millions de victimes, probablement, que ses prédécesseurs. Mais même que il était élégant, Bush, il était bon, il présentait bien. même que l'administration de George Bush? Ah oui, Oui, je crois que si on fait les calculs, oui, oui. Oh oui, parce qu'il a été au pouvoir pendant 8 ans. Ben, si vous calculez tous les printemps, les épisodes des printemps arabes, je pense notamment à la guerre de Syrie, c'est sous son égide, il ne faut pas l'oublier. Justement, c'est une bonne transition, alors, la Syrie. Je pense que pour Biden, Biden n'a pas de sympathie pour les Arabes ni pour les musulmans, je pense aucune. Et donc, ce qu'il dit, il veut préserver l'avenir de l'Amérique, mais donc, je n'oublie pas ces déclarations d'amour si Israël n'existait pas, etc. Le plan de démantèlement des États arabes aux musulmans, disons. Et puis, je crois que cette continuité qui est voulue, puisqu'il dit que la politique étrangère des États-Unis doit, à l'avenir, être, doit être guidée par un bipartisme, disons, en collaboration entre les deux parties, comme elle l'a été depuis 70 ans. Alors, il y a un consensus. Vous voulez dire qu'il y a toujours un consensus sur la politique étrangère? Disons, vous prenez Trump, ces deux extrêmes, deux caricatures, on présentait ça comme l'eau et le feu et l'eau. Trump disait America first, l'Amérique en premier. Biden dit l'Amérique doit guider le monde. Je ne vois pas très bien la différence. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose. Alors, sur la Syrie, Michel Rimbaud, quelles seront les orientations sur la Syrie? On se rappelle qu'à une certaine époque, dans les chancelleries occidentales, le mot d'ordre était au renversement de Bachar el-Assad. Ensuite, on a vu certains pays, y compris aussi dans le monde arabe, hein, par exemple, je pense aux Émirats arabes unis, qui ont évolué vers une forme de pragmatisme ou de réel politique et qui ont repris leur relation diplomatique avec Damas. Quelle sera la feuille de route de Biden sur la Syrie? La feuille de route, je crois qu'il doit tenir compte non seulement des desiderata de l'Amérique et de l'Occident, mais l'Amérique ne peut plus être le gendarme du monde. Il y a un équilibre dans le monde. Ça, l'Amérique pouvait faire ce qu'elle voulait tant qu'il y avait un monde unipolaire, le moment unipolaire américain. Et dans les 10 dernières années, on a vu la réémergence de la Russie, une renaissance prodigieuse militaire, économique, politique. La Russie est devenue le pays de référence dans tous les pays arabes et musulmans. Qu'ils soient pour, qu'ils soient contre, c'est la référence. Tout le monde court à Moscou. Et personne ne va plus à Washington. Bon, même les alliés traditionnels de l'Amérique. Et deuxièmement, je pense que la Chine est devenue la première puissance économique du monde. Disons, les statistiques officielles ne le disent pas, mais à parité de pouvoir d'achat, il y a plusieurs années que la Chine est la première puissance économique du monde, ce n'est plus les États-Unis.
et elle est en train de devenir militairement. Je crois que, par exemple, les experts disaient cette année que la Chine, qui était censée ne pas avoir de marine qui vaille, était devenue la première puissance maritime militaire au monde. Que la flotte militaire chinoise, la flotte de guerre chinoise, avait une valeur supérieure et était plus puissante que la flotte américaine. De même pour les Russes, pour la Russie. Alors donc, du point de vue russo-chinois, je crois qu'il y a une coalition devant laquelle l'Amérique et ses alliés ne font définitivement plus le poids du tout. Vous voulez dire qu'au Moyen-Orient aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus la force déterminante sur le plan politique et militaire? On voit la Syrie a été l'exemple de ça, parce que je crois que c'était un symbole à beaucoup d'égards. D'abord, c'est le seul État de la région qui a résisté pendant 10 ans, assailli par des multitudes de combattants venus de 120 pays, par la coalition des Occidentaux, la coalition des forces des régimes de l'islam politique, disons, hein, la Turquie et le Qatar d'un côté, et puis l'Arabie saoudite, les Émirats arabes de l'autre. Bon, cette coalition militaire, disons, n'est pas parvenue à ses fins après 10 ans de guerre. Alors, la Syrie est, c'est vrai, très, très dévastée, extrêmement dévastée, avec des réfugiés, des déplacés, etc. Mais l'État syrien a tenu bon et, disons, le fantasme qu'il fallait renverser Bachar el-Assad et que celui-ci allait partir, comme le disaient tous les dirigeants, notamment les Occidentaux, y compris les Français, les Américains et les Britanniques et tous les Européens, que Bachar el-Assad allait partir dans les jours qui viennent, ou dans les semaines, ou dans les mois. Ça n'a même pas été dans les années. Bachar el-Assad, il était assez évident au bout de quelques temps, ça a toujours été mon opinion en tout cas, qu'il ne partirait pas, parce qu'il y avait un contexte. Bachar el-Assad, il était bien perçu plutôt par la majorité de sa population, et il avait, disons… Comment on le sait ça? Comment vous le savez ça? Vous dites qu'il était bien perçu par la majorité de sa population. Parce que j'ai vu les résultats, parce que je vois les résultats, la Syrie, elle a tenu. La Syrie n'aurait pas tenu, ni Bachar el-Assad et son gouvernement, l'État syrien, s'il avait été, comme certains le prétendaient, impopulaire et ayant tous les défauts qu'on lui prêtait. Il n'aurait pas tenu pendant 10 ans face à une coalition. Je crois qu'on n'en a pas vu de telle, disons, même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein, ce n'était pas une guerre mondiale, mais d'envergure mondiale. On estime que, par exemple, le fameux groupe des Amis de la Syrie, qui regroupait tout ce que la Syrie comptait d'ennemis dans le monde, eh bien, c'était 120 ou 130, ou certains disent 140 États, c'est-à-dire les 2/3 des membres des Nations Unies. Bon, et je pense que toute cette coalition qui ont apporté un appui militaire, politique, diplomatique, économique, qui ont financier, militaire, qui ont armé, par exemple, l'appel à la guerre sainte. Quand on parle, moi qui étais en poste en Syrie, qui connais bien plutôt la Syrie, parce que je la fréquente depuis fort longtemps, eh bien, je crois que quand j'ai entendu, moi, en 2011, au début de l'été 2011, les premiers appels à la guerre sainte en Syrie, pour moi, j'ai trouvé que c'était complètement surréaliste, si vous voulez. C'était inimaginable. Non pas, la Syrie est un pays musulman, disons, dont la majeure partie de la population est musulmane, à 90%. Elle est sunnite à 80%, et ça ne veut pas dire qu'elle était hostile au président Bachar el-Assad. Il n'y a jamais eu de régime alawite en Syrie. Bachar el-Assad est alawite, il n'y fait jamais référence. Sa femme, son épouse, n'est pas du tout alawite, elle est sunnite, tout simplement. Bachar el-Assad, est musulman, et puis c'est tout. Je veux dire, sans plus et sans moins, mais il ne se revendique pas comme confessionnel, comme, disons, ni même comme chiite. C'est un abus de langage. Il est musulman. Et donc, je pense que l'entourage de Bachar el-Assad, tous les soutiens, disons, dans l'armée, dans la société, dans l'économie, etc., qui ont soutenu Bachar el-Assad, c'était des sunnites en écrasante majorité. À 90%, c'était des musulmans sunnites. Donc, les sunnites n'ont pas fait bloc du tout contre Bachar el-Assad. Les premières manifestations qu'il y a eu en Syrie, dans les grandes villes… Comment vous expliquez tous ces millions de réfugiés syriens qui ont quitté le territoire beaucoup, disons, il y a eu attendez, juste terminer la question. Et beaucoup ne souhaitaient pas revenir en Syrie. Par rapport à la présentation que vous faites,
on sentait qu'il y avait presque une idylle entre le régime et le peuple. Bon, voilà. Comment vous expliquez ça, en fait? Écoutez, moi, je n'explique pas ça. Je constate que, finalement, d'abord, je constate qu'il y a eu un tel mensonge sur les rapports entre le gouvernement syrien et le peuple syrien. Il y a eu un mensonge effréné de la part des médias, des intellectuels, des hommes politiques, toutes catégories confondues, notamment dans les pays d'Occident, ceux qui nous ont diffusé leur propagande. Je pense que c'était un mensonge. Les premiers temps, je me souviens, il y a eu des manifestations monstres en Syrie, vraiment monstres, avec des centaines de milliers de gens. On disait, voilà, ils demandent le renversement du tyran. Or, si les gens avaient été honnêtes, ou tout simplement s'ils avaient lu l'arabe et s'ils avaient su lire les banderoles, ou s'ils avaient assisté à une de ces manifestations, eh bien, ils auraient vu que c'était des manifestations qui demandaient à Bachar el-Assad de rester. Au contraire, il y en a eu plusieurs à Damas et à Alep, au point que le gouvernement syrien a fini par demander qu'il n'y ait plus de manifestations parce que il pouvait y avoir des attentats terroristes, etc., parce qu'il y avait beaucoup de provocations dans les affaires. Alors, Attendez, moi, je ne veux pas refaire le conflit dites, syrien tel qu'il a été, mais je pense que de mon point de vue, ce n'est pas une guerre de hasard, c'était pas plus. Le but, il y a eu une agression contre la Syrie qui a été composée, payée inspirée par les Occidentaux, par ONG interposées et par des conseillers spéciaux, des services secrets, etc. Il y a eu des troupes qui ont été envoyées occidentales, il y en a encore qui occupent des parties du territoire syrien. Ouais. Il y a eu donc l'Occident. Et puis, il y a eu Israël, évidemment, qui était l'aspirateur souvent de tous ces plans via l'Amérique. On va venir sur les. Et puis, il y a eu les régimes, donc les forces islamistes, le mouvement, la tendance des frères musulmans et des wahhabites d'autre part, les frères musulmans notamment, guidés par M. Erdogan, le régime turc, et puis le Qatar, qui était en quelque sorte son poisson pilote, quoi. Alors, avant de venir sur la Turquie et ensuite sur les rapports entre les États-Unis et Israël, je voulais quand même qu'on parle aussi de la guerre au Yémen et des rapports aussi entre l'Arabie Saoudite et Biden. Donc, au moment de son élection, Joe Biden avait annoncé, il me semble, une suspension des ventes d'armes aux Saoudiens dans leur guerre au Yémen. Alors, qu'en est-il réellement? La relation américano-saoudienne va-t-elle évoluer? Parce qu'on la présente comme une très mauvaise relation. Hein. On dit qu'il y a une forte tension entre Ben Salman et Joe Biden. Et au-delà de la relation américano-saoudienne, où en est aujourd'hui la guerre au Yémen? C'est un peu obscur, disons, le véritable climat, la réalité des relations saoudo-américaines. On est loin du pacte du Quincy en 1945, hein, où pendant longtemps, il y avait une espèce d'accord d'équilibre entre assurer la sécurité de l'Arabie saoudite par les États-Unis et puis assurer la sécurité énergétique de l'Amérique et de l'Occident par l'Arabie saoudite et les États de son obédience. Alors, je pense qu'on est loin de cette position-là. L'équilibre, la situation n'est plus comme ça, mais je crois qu'il y a toujours eu beaucoup d'obscurité. Il n'empêche que jusqu'au temps d'Obama, c'est vrai que l'Arabie saoudite restait un allié de choix pour les États-Unis, avec toute sa place, c'était irremplaçable. Après, je crois que quand Trump est arrivé au pouvoir, c'est resté un petit peu comme ça. Et il y a eu aussi le phénomène Ben Salman, Mohammed Ben Salman, donc le prince héritier, le fils du roi Abdallah, par exemple, a pris l'essentiel du pouvoir. Donc, il n'y a pas été de main morte. Il s'est fait beaucoup d'ennemis, je pense, dans la haute société syrienne, dans la haute société saoudienne, parmi la famille royale, les hommes d'affaires, les puissants d'Arabie saoudite. Bon, et puis ensuite, je crois que pour plaire à l'Occident, et j'allais dire, entre guillemets, à ses maîtres américains, et à ses protecteurs américains, eh bien, il s'est engagé dans une espèce d'aventure surréaliste, de moderniser, mais à marche forcée et à coups de fouet, presque l'Arabie saoudite, de faire des choses complètement surréalistes, quoi, avec on aurait dit un gigantesque Disneyland que l'Arabie saoudite. Hein. Et je pense, allant au rebours et l'imposant à une société saoudienne que je la connais un petit peu, parce que j'étais en poste en Arabie saoudite pendant 3 ans, bon, qui est une société tout à fait honorable. L'Arabie saoudite, de mon point de vue, est un grand pays, mais globalement, bon, c'est vrai qu'elle a des mœurs qui doivent un peu, non pas religieuses, non pas du point de vue de la créance religieuse. Mohammed Ben Salman a fait, je crois, une grosse erreur pour plaire aux Américains, et ça leur a déplu.
Trump a fini par, je crois, avoir une réticence folle parce que Mohammed Ben Salman était imprévisible. Et donc, je crois qu'on en est là. Biden, je doute qu'il s'y retrouve davantage parce que Trump encore pouvait comprendre des trucs. Biden, je pense qu'il ne pige rien, il ne comprend rien au monde arabe. Il a une hostilité pour l'arabe et pour les pays arabes et pour l'islam. Alors, comment vous expliquez cette hostilité de Joe Biden envers les pays arabes? Qu'est-ce qu'il explique? Ben, envers le Yémen, par exemple, il a dit qu'il allait arrêter les livraisons d'armes. Entre ce que dit l'Amérique et ce qu'elle fait, il y a en général une distance considérable. Je crois que l'Amérique Vous voulez dire que les ventes d'armes elle a continuent? tellement imbu d'elle-même que je crois que les dirigeants américains pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi, qu'on va les croire, ils peuvent mentir, dire la vérité, que ce soit faux, des Vous voulez belles dire que les paroles ventes d'armes d'Étienne. continuent? Les ventes d'armes Comment? continuent? Les ventes d'armes continuent? Peut-être que les ventes d'armes, il y a eu des tentatives pour freiner, mais moi je ne sais pas, je ne suis pas introduit dans les services qui suivent ça. Mais ce que je sais, c'est que bon, pendant la coalition, disons, saoudienne, ne se serait jamais montée se serait jamais acharnée sur le Yémen si ce n'était pas pour combattre l'Iran, disons, et ses soutiens supposés dans la région, et si ça n'était pas sur instruction commanditée par l'Amérique. Je crois que longtemps, ils ont été commandités par l'Occident. Et je pense qu'il y a eu une certaine complicité entre l'Amérique et puis, je dirais, l'Arabie saoudite et la coalition de pays arabes et musulmans, d'ailleurs, qui s'acharnaient sur le Yémen. On a quand même vu pendant des années, le Yémen a été affecté par un printemps arabe, enfin ce qu'on appelait un printemps arabe en 2011, et ça avait abouti finalement à un premier accord avec l'ancien président, comment il s'appelait, Ali Abdallah Saleh, je crois, et puis Mansour Hadi. Il y avait eu un changement de président à l'époque qui s'était fait presque à l'amiable, par un processus volontaire. Et puis, on pensait que que le conflit était réglé. C'était l'Arabie saoudite qui était intervenue, mais comme médiatrice et pas comme excitatrice. Mais ça n'a pas réglé le problème. Et après, ça s'est enclenché sur une anarchie totale et sur, disons, une rébellion. On a découvert à cette époque que finalement, quelque chose qui était caché soigneusement par les statistiques, c'est qu'à peu près, sans doute pas loin de 40% de la population yéménite était chiite, et non pas sunnite, musulmane, mais chiite. Et donc, ce qui expliquait finalement l'influence ordinaire de l'Iran sur le Yémen. L'Iran s'est introduit dans le conflit pour faire pièce à l'Arabie saoudite, par des rivalités régionales. Et donc, l'Occident a plus ou moins soutenu de façon plus ou moins voilée, disons, l'Arabie saoudite dans son opération. L'opération que certains résumaient, parce que la formule était assez bonne, c'était le plus riche des pays arabes qui s'acharnait monstrueusement contre le pays le plus pauvre. Ça correspondait bien à la réalité. Le Yémen, il y a peut-être eu moins de morts, beaucoup moins de morts qu'en Syrie, qu'en Irak, etc., ou que dans d'autres pays, mais il y a eu des réfugiés, des gens qui souffraient de la famine, des maladies, de la malnutrition, etc., etc. C'est un véritable calvaire au Yémen qu'ils ont subi, un calvaire un peu différent des autres, mais un calvaire quand même. Et jusqu'à maintenant, alors là, je crois que l'équilibre des forces au fil des ans s'est renversé. La coalition menée par les Saoudiens a essuyé quand même souvent des défaites, y compris militaires, considérables, au point que l'Arabie saoudite, pour la première fois de son existence, recevait des missiles, je dirais sur ses bases, les recevait, mais pas comme invités, disons comme comme des attaques par missiles ou par drone, disons, de la coalition. Et c'était quoi quelle était la cause finalement de la participation saoudienne, enfin du déclenchement de cette guerre contre le Yémen? Quel était l'intérêt pour les Saoudiens de déclencher une guerre au Yémen? Parce que pour les Saoudiens, le Yémen est extrêmement important. D'abord, c'est un pays voisin. D'une part, je dirais même dans l'état actuel des choses, pendant longtemps, l'Arabie saoudite et le Yémen avait une population égale à celle de l'Arabie saoudite, mais au sein de la population saoudienne, au sein de l'Arabie saoudite, il y avait 3 provinces yéménites qui ont été raflées et confisquées, finalement, prises du Yémen pour être introduites dans le royaume. La Najran, il y avait Jizan et Lassir.
Les 3 gouvernorats du sud de l'Arabie saoudite sont des provinces yéménites qui ont été rattachées arbitrairement, qui font partie du Yémen historique. Bon, ça c'était le deuxième point. Et troisième point, il y avait la présence en plus dans l'équilibre démographique, l'équilibre géographique, et cette crainte que le Yémen revendique ces 3 provinces perdues. Et puis ensuite, le fait que parmi la population étrangère résidente en Arabie saoudite, il y avait une colonie yéménite qui était extrêmement importante numériquement. Donc, quand j'y étais, on disait que l'Arabie saoudite avait une population bien moins nombreuse que maintenant. C'était de 1976 à 1979. Mais à l'époque, sur une population qui devait être au moins 2 fois moindre, facilement 2 fois moindre, il y avait déjà 2 ou 3 millions de Yéménites qui n'étaient pas des potiches, et qui occupaient des tas de cadres d'emploi intermédiaires, de cadres, d'ingénieurs, de techniciens, qui avaient des postes qui étaient indispensables pour l'économie. Et donc, c'est la hantise. Et puis, c'est important stratégiquement, bien sûr, hein, parce qu'entre le Yémen et l'Arabie saoudite, les frontières, souvent, elles sont un petit peu fluctuantes. Hein. Alors, on va avancer, Michel Rimbaud, sur les autres pays du Moyen-Orient. Alors, peut-être un mot tout de même sur la relation turco-américaine. Comment vous pourriez la qualifier concernant Biden? Est-ce que Biden et Erdogan sont en bons termes? On dit souvent que la Turquie a tourné le dos à son alliance atlantique au profit d'un néo-ottomanisme orienté vers l'Asie et vers une alliance avec la Russie ou un rapprochement avec la Russie et la Chine et parfois même avec l'Iran malgré le contentieux en Syrie. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que c'est vraiment un changement d'alliance? Comment la relation américano-turque va-t-elle évoluer sous la présidence Biden, pardon. Je ne le sais pas, mais même au temps de Trump, il y avait une certaine animosité, mais Trump a soutenu Erdogan. Et Erdogan s'est bien gardé de rompre avec l'Amérique, même pendant un moment où il flirtait avec insistance avec la Russie. Il le fait toujours. D'ailleurs, je pense que pour comprendre la politique d'Erdogan, il y a 2 choses. Il y a le rêve de rétablir l'Empire ottoman. On arrive quand même au centenaire du démantèlement de l'Empire ottoman. Et je crois qu'Erdogan n'a jamais caché qu'il voulait rétablir l'Empire ottoman comme centre de direction de tous les musulmans. Et ensuite, il prenait la tête du projet politique, non pas des Arabes, parce que les Turcs, mais du monde musulman. Et qu'il reprenait la tête, y compris du projet politique. Il ne faut pas oublier, parce qu'en Occident notamment, je crois que c'est un élément qu'on oublie, on présente Erdogan comme étant avant tout, disons, le successeur des sultans, des califes, ayant la nostalgie, disons, du sultanat et du califat, un siècle après, ce qui est certainement vrai, Erdogan ne l'a jamais caché, mais d'autre part, on ne refait pas l'histoire, mais d'autre part, Erdogan, ce qu'on oublie souvent de dire, et pourtant c'est au moins aussi important, ça va de pair avec la première qualité, avec la première caractéristique d'Erdogan, c'est qu'il est le chef d'un parti, que le parti qui est au pouvoir, c'est le parti de l'égalité et du développement, c'est le parti des frères musulmans, c'est la branche turque des frères musulmans. Donc, Erdogan est le chef de file mondial des chefs musulmans, c'est un mouvement transnational que les chefs musulmans, donc l'islam politique. Or, dans l'islam politique, on dit toujours, notamment dans le mouvement des frères musulmans, qu'il y avait tout un rêve pan-islamique, ce qui est tout à fait honorable, mais il y a eu une contradiction fondamentale depuis la fondation du mouvement des frères musulmans en Égypte par Hassan el-Banna, c'est que ils ont été créés dès le début. Il y avait un projet politique qui était assez proche d'ailleurs du projet saoudien, il n'y avait pas d'hostilité, mais que le mouvement de renaissance de l'islam, il le voyait quand même au prix d'une certaine complicité avec, à l'époque, c'était la Grande-Bretagne. On dit que les frères musulmans, au départ, quand ils ont été créés, le mouvement, Hassan el-Banna ne disait pas non, il laissait même entendre que c'était oui, qu'il avait eu le soutien des services secrets britanniques à l'époque. Les Britanniques, à l'époque, faisaient la pluie et le beau temps au Moyen-Orient, en Égypte, au Soudan, etc., et dans la région, au Proche-Orient. Et donc, finalement, je pense qu'il y a ce double casquette. Pourtant, il a été assassiné. Pourtant, on dit qu'il a été assassiné
sous les auspices des services britanniques. Donc, ça contredit un peu ce que vous dites là. Oh, vous savez, je ne sais pas parti ce qu'on sait, ça n'enlève pas qu'il l'avait dit et qu'il y a eu toujours eu une espèce de complicité, je dirais, historique qui a été utilisée par l'Occident lors des printemps arabes et notamment en Syrie. Moi, je dis toujours qu'il y a eu la coalition des agresseurs. Si la Syrie, la guerre syrienne est avant tout quand même, c'est une guerre qui s'est passée en Syrie. Et de mon point de vue, ça n'est pas une guerre civile, ce n'est pas deux Syries qui sont opposées, c'était une agression internationale qui avait deux ailes, avec des soutiens effectivement à l'intérieur de la Syrie, mais deux ailes. Il y avait une aile atlantique, occidentale, appuyée par Israël, et puis il y avait une aile des régimes islamistes, de l'islam politique, notamment emmené par la Turquie et le Qatar donc servant de caution arabe à la Turquie, mais aussi de l'Arabie saoudite qui a joué un rôle important. Hein. Je ne suis pas là pour faire le procès des uns et des autres, mais enfin je constate. Et donc, je crois que dans cette guerre-là, une guerre d'agression, eh bien, il y a eu une complicité, on parle même d'une alliance, que tout le monde avoue, y compris les services occidentaux le disent, il y a eu une alliance objective et de facto, qui n'était même pas secrète, entre les forces de l'islam politique, que ce soit des forces politiques ou militaires, sous forme des djihadistes, du djihad, et puis le camp occidental, l'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, les Européens, et puis Israël. Donc il y a eu ça, c'était une alliance qu'on a vue en Libye, qu'on a pu voir dans tous finalement les printemps arabes, où on s'est aperçu après coup que toutes ces ONG sympas qui balançaient dans les rues, qui disaient la révolution du jasmin, du muguet, de l'aubépine et de je ne sais pas trop quoi et de la rose, et bien que c'était guidé par des ONG qui ont vite avoué qu'ils étaient financés par l'immense réseau. Pour vous, il n'y a pas de volonté, les populations des pays arabes, que ce soit en Syrie ou que ce soit en Tunisie ou que ce soit… Attendez, je termine la question s'il vous plaît. Ou que ce soit en Égypte, même si après les choses ont évolué, mais je parle au commencement, il n'y a jamais eu de volonté des populations de se libérer de régimes dictatoriaux qui se succèdent par dynastie ou par corps d'État, hein, quand c'est des militaires ou quand c'est des dynasties. Donc pour vous, il n'y a jamais eu de volonté, tout ça a été construit, c'est ce que vous dites? Je pense qu'il y avait des aspirations populaires quelquefois. Il y avait donc des elles ont motifs, existé. mais comme il y a des motifs partout, en France, vous croyez qu'il n'y a pas de motifs pour l'instant? Et qui serait cette opposition qui appellerait l'étranger immédiatement, par le biais d'ONG ou de je ne sais plus quoi, à intervenir pour renverser le pouvoir en place? Donc, quels sont les patriotes, les citoyens qui peuvent de bonne foi revendiquer ça? Or, ça a été le cas. Les oppositions telles qu'elles ont existé ont été formées au départ et lancées par donc des ONG qui faisaient partie de tous ces réseaux américains, mais avec des gens issus des populations souvent, mais des gens qui retournaient vivre en Occident une fois que le mouvement était lancé. Mais d'autre part, ces mouvements, disons, ça s'est traduit par une alliance politique et militaire dans tous les pays. Et au fond, par exemple, dans un pays comme la Syrie, l'opposition n'a jamais eu de projet, elle n'en a toujours pas d'ailleurs même maintenant, l'opposition n'a jamais eu de projet, et au fond, c'était difficile d'y trouver des interlocuteurs, hein, parce que il ne parlait jamais des aspirations de la population syrienne qui pouvaient certainement exister, mais ni plus ni moins que plein d'aspirations des populations en France, en Grande-Bretagne, dans l'Occident, en Israël et dans tous les pays, sans exception. Il y a des aspirations, tout n'est pas parfait, bien loin de là. Revenons sur la question israélienne, ça n'est pas au centre. aux pays étrangers de régler ça. Et il n'appartient pas aux oppositions, elles se déconsidèrent quand elles ont comme premier réflexe, c'est d'appeler l'Occident au secours pour démolir pas une réponse, le pays. Alors peut-être, est-ce que vous la comprenez pas comme une réponse à une répression d'État politique de la Syrie contre ses opposants politiques? Non, il n'y a pas eu de répression. Il n'y a pas eu de répression d'État. Les premières manifestations, c'était né dans les mosquées au petit matin,
des petits groupes de 10 personnes, on photographiait, ça donnait l'impression d'une foule, et c'est comme ça qu'a été lancée la contestation. À base de mensonges, de provocations, on sait que dès les premières petites manifestations, pas des manifestations de masse, il n'y a jamais eu de manifestation de masse de l'opposition. Encore une fois, les seules manifestations de masse qui aient eu lieu au début dans les grandes villes, notamment à Damas et à Alep, c'était des manifestations de soutien à Bachar el-Assad et au gouvernement syrien et à l'État syrien. C'est ça. Et je pense que comment le président Bachar el-Assad et son gouvernement, l'armée, qui n'est pas une armée alawite, tous les officiers, les soldats sont à 90% des sunnites, ni plus ni moins que je sais pas quoi, la plupart des Égyptiens ou des Saoudiens, ainsi de suite, du point de vue religieux, et ce n'est pas du tout des mécréants ni rien du tout. La Syrie est un pays très religieux et je dirais très pieux, ce n'est pas du tout un pays impie, ni parmi, il y a des chrétiens, il y a des musulmans qui sont tous fervents, c'est l'histoire de la Syrie. Et donc, je pense que l'histoire de la Syrie doit être vue comme ça. Si le régime, comme on dit, comme disent ses opposants, le régime syrien avait eu les qualités qu'on lui prêtait, c'est-à-dire de gazer, de martyriser, de pilonner, de réprimer, etc., eh bien, on ne l'aurait pas soutenu pendant 10 ans, alors que la Syrie a été sous le feu croisé de toutes ces forces venues de la création entière. Et pendant 10 ans, avec une abondance de moyens, de financement à coût de dizaines, de centaines de milliards de dollars, comme ça, je pense que jamais la Syrie n'aurait tenu. Jamais la Syrie est une armée qui n'est pas une armée de mercenaires, qui est une armée de conscription. Il n'y a jamais eu de débandade dans l'armée syrienne. C'est des conscrits, des jeunes qui représentent les classes d'ailleurs les plus défavorisées, mais qui faisaient leur service militaire. Alors, Michel Rimbaud, sur la question israélienne, parce que ça a été un point central dans cette conversation, au moment de la victoire de Biden, Netanyahou, hein, je crois que vous l'aviez cité au début de l'entretien, donc l'ancien Premier ministre israélien avait déclaré qu'Israël avait perdu son meilleur ami, en l'occurrence Donald Trump. En même temps, on a une vice-présidente des États-Unis qui s'appelle Kamala Harris et qui est une fervente militante pro-israélienne. Donc, ma question est très simple. Pourquoi les États-Unis, alors c'est une question finalement qui ne concerne pas seulement Biden, mais une question qui participe de la continuité de la politique d'État américaine. Pourquoi les États-Unis soutiennent-ils avec une telle intensité et de manière si inconditionnelle Israël, qui est un État qui est très éloigné géographiquement de leurs frontières, qui n'a pas de ressources énergétiques et qui n'est pas son seul allié dans la région? Est-ce que ce soutien ou cette alliance, pour vous, s'explique par un lobbying puissant, de manière exclusive, par un lobbying puissant d'institutions comme l'AIPAC, par exemple? Ou bien est-ce que ce soutien correspond simplement à un intérêt des États-Unis et dans quel sens, finalement? Je dirais qu'il y a une osmose, ça ne date pas d'hier, hein, l'alliance. Biden, effectivement, Netanyahou et puis son successeur, peut-être, ou son adjoint, avait disait qu'il avait perdu le meilleur ami, mais ils ont retrouvé un ami qui était encore meilleur que le meilleur ami, c'était Biden. Biden, encore une fois, a eu c'est l'exercice obligé de tous les présidents, et c'est très significatif, ou de tous les hommes politiques, tous sans exception, qu'ils soient républicains ou démocrates ou rien du tout, s'ils ont des ambitions quelconques d'avoir une fonction quelconque en Amérique, ils doivent faire acte de soumission et d'obédience et d'amour, disons, envers l'État d'Israël. Donc Biden n'a pas échappé à la loi, puisqu'il disait, je vous rappelle la citation, il disait devant le Sénat américain en 2006, si Israël n'existait pas, il faudrait, pour défendre les intérêts américains, il faudrait en inventer un. Bon, il y a un plan Biden de démantèlement du Moyen-Orient, c'est pour l'amour d'Israël, et d'y établir un grand Israël à la place. Mais ensuite, je pense que c'est une vieille idée. C'est une idée guidée par la géopolitique. Quand on regarde la géopolitique, ce qu'on appelle le Moyen-Orient, bon, je ne veux pas entrer dans un jargon pas possible, etc., mais ce qu'on appelle le Moyen-Orient, la ceinture verte arabo-musulmane, bon, mais aussi la Chine, il y a toute une ceinture qui sépare le pivot du monde, qui est la Russie et Sibérie de maintenant, qui est appelé le cœur du monde, le cœur géographique du monde, et puis il y a toute une couronne extérieure que vous imaginez bien, puisque
il s'agit des territoires et îles périphériques, disons, c'est-à-dire c'est les deux Amériques, c'est la partie sud du continent africain, c'est la Grande-Bretagne, c'est les États-Unis, c'est les îles du Pacifique, le Japon, par exemple, qu'on appelle où on trouve les empires de la mer. Et les empires de la mer, en géopolitique, depuis que la discipline a été inventée il y a un siècle à peu près, la géopolitique, les empires de la mer ont pour obsession de diriger le monde et de dominer, mais ils ne peuvent pas de là où ils sont, puisqu'ils sont loin du centre du monde. Il leur faut donc essayer de neutraliser le centre du monde, qui est la Russie-Sibérie, et pour ceci, essayer de contrôler et de s'implanter dans la partie médiane qui s'appelle la ceinture de Rimland. Et la ceinture verte et la Chine sont deux parties de cette ceinture. Alors, pour la ceinture verte arabo-musulmane, depuis toujours, par exemple, l'impérialisme britannique a essayé de s'y tenir. C'était la route des Indes. Et le contrôle de la route des Indes passait, par exemple, par l'Afghanistan, par l'Iran, etc., toute cette région-là. Et donc, l'Asie centrale, qui fait partie de la ceinture verte musulmane également, ça sert de protection à la Russie et ça sépare ça de tous les pays qui sont au sud, c'est-à-dire l'Inde, tout le reste de l'Asie. Bon. Alors, je pense que globalement, c'est une espèce d'obsession géopolitique que, par exemple, les pays arabes et musulmans, la sphère arabo-musulmane, donc qui sont une partie de cette ceinture, donc ils sont un objet de convoitise et qu'ils doivent être contrôlés, ils doivent être ou bien amis de l'Occident, ou bien ils doivent être neutres. Mais en aucun cas, ils ne doivent s'allier à ce qui est plus haut, c'est-à-dire à la Russie et la Sibérie, disons, au centre du monde. Alors, et globalement, ça avait été théorisé il y a un siècle, puisque je vous dis qu'on vit avec un siècle de retard. Il y a un siècle, lors des événements qui allaient provoquer, déboucher sur la chute de l'Empire ottoman et la Première Guerre mondiale, les traités de Sèvres, de Lausanne, etc., le remodelage de la carte, eh bien, c'était la Grande-Bretagne qui était triomphante. Et il y avait eu, disons, en 1905, un premier ministre britannique qui s'appelait Lord Bannerman. Et ce Lord Bannerman avait écrit un rapport où il disait, bon, j'ai les mots, en gros, ça disait, les pays de la zone arabo-musulmane ont beaucoup de facteurs d'unité. On ne le croirait peut-être pas des fois, mais en fait, alors il y a quelquefois la langue, souvent la religion, mais souvent la langue aussi pour tous les pays arabes, où l'arabe comme langue religieuse est l'unification de toute cette région-là. Une façon de penser, une approche du monde qui est liée à leur position géographique et des aspirations irrésistibles à l'unité. Et il ajoutait, si par malheur ces aspirations, il contrôle d'immenses territoires qui sont riches en ressources humaines et en ressources naturelles, et que si par malheur il devait réaliser cette unité, par malheur pour la Grande-Bretagne et l'Occident, s'il devait réaliser cette unité, eh bien, il dominerait le monde. Or, il y a déjà la bousculade, parce que l'Occident veut dominer le monde, et c'est ce qu'il pense avoir fait, etc. Alors, l'Amérique, mais également la France, la Grande-Bretagne, etc., c'est leur boulot, de dominer le monde, et de dire le droit, les États-Unis, les Nations Unies, etc. Alors, donc, et il ajoutait, ce Lord Bannerman, le rapport était resté secret pendant plusieurs années, parce qu'il était un peu explosif, il disait, en fait, il est de notre intérêt de créer entre donc, le Heartland, le pivot du monde, et les empires de la mer, dans toute cette vaste zone qui est la sphère arabo-musulmane, pour empêcher la réalisation de l'unité de ces pays, de créer un État tampon qui sera un corps étranger dans la région, en le peuplant avec des éléments étrangers, et que ce corps étranger et tampon sèmera par sa seule présence la zizanie dans toute la région et l'empêchera de s'unir et donc favorisera les intérêts de l'Occident. Et donc, sous-entendu, cet État tampon devrait être dominé, devrait être un ami de l'Occident, puisque c'est l'Occident qui en favorisera la création. Donc, c'était ça. Alors, vous voyez que c'était bien vu quand même. Et donc, je pense que c'était, bon, dans son idée, c'était dans la politique qui allait aboutir à la promesse Balfour, de création d'un foyer national juif au Proche-Orient, mais que c'était bien vu et que c'est tout à fait cohérent avec tout l'ensemble. Pour vous, vous confirmez la question que je posais.
pour vous, comment dire, la politique israélienne au Moyen-Orient va complètement dans le sens des intérêts des États-Unis, c'est ce que vous dites. Oui, mais donc les États-Unis aussi tiennent beaucoup à Israël parce qu'il n'y a pas seulement des intérêts économiques et géostratégiques, il y a un intérêt de cœur et de pensée et religieux. Vous connaissez les néoconservateurs. Je crois que dans l'histoire, en réalité, donc, les Juifs, dans leur immigration, leur diaspora, se sont toujours sentis, d'après les textes bibliques, comme un peuple élu, ayant mission à très très long terme à dominer le monde et à finalement jusqu'au jugement dernier, etc., etc. Et ils ont une mission divine, c'est le peuple élu, d'après les textes bibliques. Voilà, c'est leur conviction religieuse, ça. Globalement, cette conviction a beaucoup inspiré les églises protestantes, pas le catholicisme, mais les églises chrétiennes protestantes, les évangéliques, les baptistes, les pentecôtistes, les luthériens, les calvinistes, etc. Et tous, plus ou moins, accordent, j'ai une éducation religieuse, toutes les églises protestantes accordent une importance plus grande à ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible des Juifs, la Torah, qu'au Nouveau Testament, qui est l'évangile du Christ. Beaucoup plus. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que c'est plus comment dire, et on terminera sur ce point-là, est-ce que vous ne pensez pas que c'est plus un développement idéologique politique, ce qu'on a appelé le sionisme finalement, qu'une tendance religieuse, quand on sait que par exemple, même dans la doctrine religieuse du judaïsme, le retour des Juifs en Terre Sainte se fait par l'avènement du Messie, et ne peut pas être anticipé. Et ce qui explique que un certain nombre de rabbins sont hostiles à ce qui se passe en Israël et par rapport à la politique israélienne et par rapport au sionisme même en tant qu'idéologie. Ils pensent que c'est un dévoiement du judaïsme. Oui. Donc, vous le présentiez comme un développement religieux, mais est-ce que ce n'est pas plutôt un développement idéologique? Ah, bah oui, idéologique. Moi, parce qu'on parlait parce que à l'origine, l'idéologie, c'est une religion, l'idéologie souvent, hein, quand même. Toutes les idéologies sont au départ des sortes de religions. Mais là, disons, le néoconservatisme, puisque la projection de ce messianisme religieux qui est judéo-protestant, chrétien, donc, il a une projection politique, c'est les néoconservateurs. Les néoconservateurs ont été créés au sein du Parti démocrate dans les années 60. C'était des militants trotskistes, donc marxistes, mais souvent juifs. Donc, qui avaient une sympathie pour le sionisme. Et finalement, ça s'est développé. Ils se sont implantés à la fois dans le Parti démocrate, puis ont émigré au Parti républicain. Ça a formé ce qu'on appelle les néoconservateurs, qui sont le ciment du bipartisme qu'on évoquait au début. Mais l'affection religieuse, disons, et l'osmose religieuse est puissante dans cette idéologie, puisque finalement, par exemple, le slogan des églises évangéliques américaines, qui sont très, très influentes aux États-Unis, mais dans plein de pays de la planète, et c'est là souvent les dirigeants dont on se demande d'où ils sortent souvent de l'église évangélique. Dans des pays comme l'Éthiopie, comme le Brésil, etc., on n'y pense pas, mais c'est des évangéliques. Bon. Aux États-Unis, l'église évangélique, dit-on, aurait 60 à 70 millions de fidèles, inscrits comme dans un parti politique, sur une population de 320 ou 330 millions d'habitants. C'est considérable, hein, c'est quand même plus de 20% de la population. Et on dit que dans le monde entier, les églises évangéliques, et moi je le crois, enfin, que c'est le recensement, que c'est à peu près, elles rassemblent 650 millions de croyants, seulement les églises évangéliques, et dont le slogan est « Tous unis pour Israël ». Alors quand vous entendez ça, c'est édifiant quand même. Très bien. Ben écoutez, ce sera le mot de la fin, Michel Rimbaud. Hein. Je vous remercie d'avoir participé à cet entretien. Donc, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de France au Soudan, Mauritanie et dans beaucoup d'autres pays. Vous avez été conseiller diplomatique et vous êtes également essayiste et auteur de plusieurs ouvrages. Les guerres de Syrie aux éditions Glyph et le Soudan dans tous ses états, chez Cartala. Voilà, donc c'est la fin de cet entretien. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Mizane TV.
Merci Merci beaucoup. Michel Rimbaud. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.